C'est à toi. Ok, donc bonjour, moi c'est Guillaume Delahaye, je suis tech lead chez AXA France et puis je suis aussi MVP depuis un an maintenant et je suis aussi contributeur sur le projet Core WCF et donc je viens vous parler de Core WCF aujourd'hui pour qu'on voit ensemble comment on peut moderniser des apps et aussi pousser un petit peu WCF un peu plus loin que ce qu'on pouvait faire avant en .NET Framework. Du coup, je vais peut-être commencer par parler de Core WCF. Qu'est-ce que c'est? Finalement c'est le portage de toute la partie serveur de WCF, mais en .NET Core et en .NET moderne, on va dire, donc tout ce qui est .NET 5, 6, 7 et 8 maintenant. Donc Core WCF, c'est un projet qui a 2 ans. Il me semble que j'ai un truc. Ouais, voilà, un Nugget Trends. On voit que ça augmente pas mal et qu'on a quand même beaucoup d'usages, parce qu'il y a encore aussi beaucoup d'usages en entreprise et aussi sur le client, sur le client WCF, qui est système service model primitive. Primitive. Et si j'arrive à le trouver. Bon, ouais, je sais pas, je le trouve pas là. C'est pas grave. Enfin bref, il y a encore beaucoup d'usages sur Core WCF et System Service Model. Et donc, du coup, c'est plutôt important d'avoir ce type de support sur du .NET moderne. Donc ça, c'est pour présenter ce que c'est Core WCF. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que le repo, il est open source. La dernière release, c'est la 1.5.1 qui est sortie donc le mois dernier. Et cette release, elle apporte la compat avec .NET 8. Voilà, donc après, là, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, du coup, c'était tout d'abord ce qu'on peut faire en termes d'injection de dépendance pour moderniser un peu la code base. Donc, je vais faire quelques démos ensuite. Il va y avoir toute une partie sur l'intégration d'ASP.NET Core Authentication, Authorization. Donc, je vais vous faire une petite démo sur comment sécuriser un service en OAuth2, tout simplement. Et puis, on va voir ensuite les différents types de binding plus récents qui ont été introduits, notamment pour pouvoir remédier du MSMQ, par exemple. Donc, sur l'injection de dépendance, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, premier item, les instances de service, en fait, on peut les tirer du conteneur de DI, là où avant, en fait, c'était juste pas possible, en fait. Ce qu'il y a aussi comme nouvelle feature, c'est qu'on peut enregistrer des services behavior directement dans le container. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que le service behavior, on va l'enregistrer en tant que singleton, mais donc chacun des services de notre application Core WCF va tirer ce service behavior. Une des nouvelles features qui est arrivée avec la 1.5.1, c'est qu'on va pouvoir maintenant enregistrer un service behavior par type de service qu'on a dans une application. Si par exemple on a une application qui expose plusieurs services et donc plusieurs WSDL, on peut donc spécifier un service behavior pour chacun de ces services. Pour ça, en fait, on va juste devoir implémenter eClonable sur le service behavior. Je vais vous montrer après. Une autre feature assez intéressante, c'est l'injection de dépendance au niveau des paramètres des opérations. En fait, c'est la même chose que le From Service Attribute qu'on a en ASP.NET Core MVC. Et d'ailleurs, on supporte aussi au niveau des opérations le From Service Attribute. Et du coup, comment ça marche en fait derrière, c'est un source générateur qui s'occupe d'implémenter, comme finalement on rajoute un paramètre à notre méthode d'opération, on a un source générateur qui vient rattraper finalement la signature déclarée par notre service contract. Donc je vous propose de regarder ça d'abord. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire là, c'est que donc je l'ai déjà implémenté avant pour que ça aille plus vite. Donc ça, c'est une appli Core WCF classique en .NET 8. C'est une appli ASP.NET Core, hein. J'ai fait fichier nouveau projet ASP.NET Core, empty, et puis j'ai fait web application et create builder. Ensuite, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute, donc oui, forcément, pardon, il faut installer le package qui va bien. Donc c'est Core WCF HTTP. Là, on a mis en version 1.5.1. On voit bien qu'on CS proche, il est nul, enfin il est nu plutôt, il y a rien de particulier dedans. Donc dans mon programme CS, j'ajoute les services, tout simplement.
Add service model metadata, ça va être pour avoir le support de l'exposition des WSDL. Bon, dans notre cas, on ne va pas s'en servir, mais on peut le laisser quand même, c'est pas gênant. On build notre application, je ne sais pas si c'est gros, hein. Et ensuite, on fait juste un use service model dans lequel on dit, ben, je vais exposer un service de type écoservice. Mais alors, finalement, qu'est-ce que c'est mon écoservice? Il est là. Donc, j'ai déclaré une interface pour faire mon service contract. Donc, service contract qui vient du namespace core WCF. Je dis que mon écoservice, il expose juste une méthode echo qui, elle, ben, je lui passe un message, elle me le retourne. Et là, j'ai une implémentation toute simple. Passe le message, cela retourne. Donc, si je reviens à mon programme CS, donc j'ajoute ce service et je lui dis qu'il a un endpoint écoservice qui s'occupe d'exposer ce contrat. Je précise le binding et je précise le endpoint. Là, si je démarre mon application, comme elle est là, donc ça, j'en ai pas besoin, pardon, elle va fonctionner. Chut. Donc ça, je build. En attendant que ça se lance, on peut regarder vite fait le client. Donc là, j'ai fait un client, je fais un .NET New Console basique. Dedans, j'ai juste ajouté System Service Model HTTP. On voit que c'est un CSproj de base, un net8 exe. Il n'y a rien de particulier dedans. J'ai redéclaré ici l'interface de mon service qui va me permettre de pouvoir générer le proxy et de faire les appels. Et là, ici, j'ai juste besoin de l'utiliser. Pour ça, je fais juste une Channel Factory. Un basic HTTP binding transport, c'est la même config que l'autre. Là, ici, je pointe sur le port que j'ai exposé de l'autre côté. Je fais un channel. J'envoie Hello World. Et je le récupère dans une variable et je l'affiche à la console. Donc là, ce qu'on voit là, mon service que j'ai déclaré juste avant, bon, c'est bon, il s'est bien lancé. Donc là, je vais lancer mon client. Hello World, donc c'est bon, mon appel a bien fonctionné. Donc ce qu'on voit, c'est que là, mon service de base, il marche très bien. Hop. Ce que je vais faire par la suite, là, c'est, par exemple, je vais avoir besoin d'injecter un logger. Donc si j'ai besoin d'injecter un logger, je vais tout simplement venir ici et je vais rajouter un constructeur, ou alors on peut même le faire en primary constructor, ici, et je vais faire un e-logger de mon écoservice, tac, que je vais appeler logger, tac, et je vais venir ici et je vais faire logger echo cold with. Donc j'ai pas pris l'option snippet parce que je ne sais pas faire les snippets. J'ai vu le truc de Denis tout à l'heure, je ne sais pas comment il fait. Il faudrait que je regarde. Donc là, du coup, je vois que j'ai injecté un e-logger ici. Donc pour pouvoir avoir le support de l'injection de dépendance, j'ai juste à revenir dans mon programme CS ici et à venir finalement enregistrer mon service avec add transient. Pourquoi add transient? Parce qu'à partir du moment où on l'ajoute dans le container IOC avec add transient, on dit grosso modo core WCF, s'il te plaît, gère-moi le lifetime de mon service. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en WCF, on a des lifetime per call, per session, singleton, etc. Quand on enregistre en add transient, on délègue le cycle de vie à core WCF. Donc là, si je relance ce service, désolé, ma machine n'est tac, c'est l'effet démo. Si je relance mon service, add ecoservice. Non, en fait, je lance le client, autant pour moi. Voilà. Et là, je vais relancer le client. Et là, on voit qu'il m'a bien renvoyé Hello World. On va aller voir côté service. Et là, ici, dans les logs de mon service, j'ai bien Echo Cold with Hello World. Donc, en fait, il m'a bien injecté mon logger. Ouais.
Maintenant, on va regarder les services behavior. Si on veut injecter un service behavior, donc là, bon, je l'ai commenté, enfin, je le décommente. Grosso modo, là, j'ai un service behavior dans lequel je ne fais que ajouter, donc je lui ai injecté un logger, et à chaque fois que je passe dans chacune de ces méthodes, heu, je log le paramètre, enfin, je log, que je suis passé et puis, j'ai un logging préfixe ici qui est par défaut évalué à myServiceBehavior. Ce que je vais faire pour pouvoir injecter ce service behavior, c'est que je vais revenir dans le programme ici et comme j'ai fait tout à l'heure pour injecter mon service, je vais faire en singleton, chut, add singleton de myServiceBehavior. Tac. Une fois que j'ai fait ça, je vais lancer du coup mon service. Faut pas que je me plante ce coup-ci. Tac. OK, mon client. Je vais retourner voir les logs de mon service. Pop, 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 il machin, nanana, nanana, add singleton, branche et je ne vois pas ces traces, comment ça se fait? Je vais recommencer, j'ai dû oublier un truc. Ah mais oui, quand on enregistre le service behavior, en fait, on l'enregistre en tant que e-service behavior. Je suis désolé, je l'avais pas copié ça. Donc là, comme je l'enregistre, je lui dis, «Tiens, j'ai un e-service behavior qui est de type myServiceBehavior» et là, je peux le lancer. S'il te plaît, reviens là. Hop, le client. Donc on voit que le client a appelé et on devrait voir ici, que j'ai bien appelé validate called, que j'ai bien appelé add binding parameters et cetera et on voit que le logging préfixe, c'est bien la valeur qu'on a positionnée par défaut, myServiceBehavior. Si je reviens ici sur mon service behavior, c'est bien la valeur qu'il avait ici. Voilà, voilà. Ce qu'on peut faire en fait du coup, si on veut pouvoir le personnaliser par service, c'est qu'on va lui faire implémenter eClonable, simplement. Donc là, je fais ça, je lui fais implémenter ça. Là, il me dit, que ça n'est pas implémenté. eClonable, je crois que ça par contre je l'ai copié quelque part. Ouais, bon, c'est pas bien compliqué. C'était ça. Hop, donc je fais un new de mon service, je réinjecte le même logger avec un préfixe. Et là, ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est personnaliser en fait ce service behavior par service. Donc ce que je vais aller lui dire dans mon programme CS, je vais revenir ici. OK, tac et tac. Je vais revenir dans mon programme CS ici. Heu et là, tout simplement, je vais aller configurer, mon service. Pour ça, je vais faire un configure service host. Donc je vais faire service builder, configure service host base, c'est ecoservice et là, je vais dire ecoservice, je récupère ton instance de service behavior et je te dis que ton logging préfixe, c'est démo. Le but de ça, là, c'est de montrer qu'en fait, le service behavior qui s'appelle ecoservice, c'est bien enfin, cette unique instance, elle a démo. Donc là, je vais pouvoir relancer ça, hop et normalement, ici, ce qu'on voit dans les logs, c'est que j'ai bien des mots. Donc en fait, là, mon comment ça s'appelle? Mon service, il s'est bien démarré avec sa propre instance de service behavior. Ça, c'est quelque chose qu'on pouvait pas faire, sur les précédentes versions. Une autre feature, plutôt cool, sur laquelle j'aimerais bien qu'on enfin, je voudrais vous montrer quelque chose, c'est l'injection au niveau des paramètres. Donc là, ce que je peux faire, c'est enlever l'injection du logger ici et venir injecter un logger, ici, au niveau des paramètres de la méthode.
Donc toujours pareil, un logger de Ecoservice, je vais le rappeler logger comme ça, lui il est content ici. Et là en fait, je sais pas si vous voyez, ça me dit, 16 535 en fait, j'implémente pas l'interface iEcoservice parce que oui, forcément, j'ai plus la bonne signature. Donc du coup, je vais mettre l'attribut, injected qui vient du namespace core WCF et puis, là par exemple si je build, donc je sais pas si on va voir l'erreur. Voilà. Là, j'ai un warning. J'ai le warning core WCF 0100 par une classe EcoService of method echo should be partial. Pourquoi? En fait, j'ai un source générateur qui doit passer là-dessus et qui doit me rattraper la méthode echo string qui renvoie un string et la générer. Mais sauf que là, il ne peut pas le faire puisque ma classe n'est pas partielle. Donc là, je rajoute juste le mot-clé partial. Et là, je peux aller jeter un œil à juste au code généré. Donc c'est dans Analyzer, dans Build Tools, ici, et là, je vois que j'ai un opération paramètre injection GCS. Et ça, c'est le code qui a été généré pour attraper la signature de l'interface. Ce qu'on voit, c'est qu'on expose bien string message et qu'on vient aller chercher ici, on génère le code dynamiquement pour aller chercher le bon service en DI. On a sur ce service générateur aussi, donc on peut injecter via l'attribut injected. Si vous êtes sur une appli qui expose à la fois du MVC, et du MVC, des contrôleurs, SPNet Core, ainsi que du Core WCF, vous pouvez utiliser l'attribut from service, qui est implémenté aussi et on a aussi le support de trucs du genre, l'HTTP context. Là, ici, si je fais, HTTP context, tac et que je retourne voir. Paf, ça je rebuild au cas où. Le code injecté, je vais voir qu'ici en fait il m'a régénéré tout ce qui va bien pour, récupérer, mon logger et récupérer un HTTP context et les passer à l'implémentation que moi j'ai fournie. Ouais, du coup ça c'était la 1re chose qui est plutôt sympa donc, forcément, ça marche. Tac, il est là, chut, hop, et démo client. Hop, hello world. Et là, on devrait voir ici que echo called with hello world, c'est bien la trace qu'on avait ici. Tac. Hop. 2e chose que je voulais vous montrer, je vais revenir vite fait sur le PowerPoint. Chut. C'était l'intégration avec ASP.NET Core Authentication Authorization. Donc en fait, on peut, Core WCF s'appuie sur ASP.NET Core. Donc en fait, ce qui est fait, c'est que si on peut configurer finalement toute la couche d'authentification, via ASP.NET Core et donc du coup, depuis Core WCF, pardon, déléguer tout ça, à ASP.NET Core, ainsi que, du coup, les autorisations. On a ajouté le support de l'attribut, authorize. Par contre, le scope est limité, c'est-à-dire que normalement l'attribut authorize, il supporte les authentication schemes et les rôles. Nous, on a implémenté uniquement, la partie policy, tout simplement parce que c'est la plus souple et qu'elle vous permet d'implémenter, vraiment, enfin, tout ce que vous voulez, quoi. Et en revanche, il n'y a pas de support de l'attribut allow anonymous. Parce que en termes d'implémentation, ça revenait à faire une authentification trop tard dans le pipeline, WCF existant. Enfin, du coup, on l'a pas fait, mais on peut quand même faire la même chose en exposant tout simplement un 2e endpoint d'un service, mais celui-ci, en mode anonyme. Donc ça, je vais vous faire la démo aussi. Touc touc, donc pour celle-là, j'ai toujours pareil un CS Proj, très, très simple, Core WCF HTTP. Là, j'ai juste rajouté le middleware d'Authent JWT. Après au niveau du programme CS, il y a un peu plus de code. C'est-à-dire que j'ai ajouté les services modèles. Là, j'ai déjà enregistré, mon service dans le container IOC. Ce que je fais en plus, c'est que je configure mon middleware d'authentification, donc c'est jusque-là. Je dis que, l'authentication scheme par défaut, c'est, JWT. Et je lui dis, tu m'ajoutes JWT Bearer et en fait,
ton autorité, ton serveur OAuth ou OpenID Connect, enfin OAuth pour aller vérifier les jetons, c'est celui-ci et il faut vérifier telle audience dans les jetons pour avoir une identité. Suite à ça, j'ajoute l'autorisation, ça je peux l'enlever pour l'instant et je vais dire que la policy par défaut de mon service, c'est de dire qu'il faut que j'ai une identité forcément, et je vais regarder dans les scopes, enfin dans les claims, essayer de trouver le claim scope et vérifier qu'il contient, heu, la chaîne API. Donc là, ça c'est mon emblème de service. Si je vais voir mon mon service ici, dans un premier temps, j'ai pas besoin de tout ça, donc je vous les enlève. Tac. Là ici, bah, j'ai une implème, comme ce qu'on a pu voir jusqu'avant, un service très simple, j'envoie une string message, je la récupère et puis, je m'injecte un keylogger et un HTTP contexte. La seule subtilité, c'est qu'ici, là, au lieu de loguer que je suis passé là, en fait, je vais loguer les claims que j'ai, qui vont être mappés au principal obtenu depuis le JWT. Si je vais voir côté client, donc là, bah, je peux déjà lancer ce service. Hop, démo, tac, il est lancé. Et si je vais voir côté client, là, j'ai besoin d'aller récupérer un JWT pour aller, appeler, mon service, protégé en JWT. Donc ce que je vais faire, c'est que, bah, je déclare, l'interface qui match. Donc là, pour l'instant, j'ai pas besoin de celle-ci, donc je peux l'enlever. Ah, c'est pas grave, je relancerai. Donc je déclare l'interface qui match ici. Ici, bon là, je vais très rapidement, récupérer je vais pas passer trop de temps là-dessus, mais je vais chercher, le document discovery. Je fais un appel au endpoint token, sur un serveur de démo, je récupère un JWT. Une fois que j'ai fait ça, bah, je crée ma channel factory, je pointe vers mon endpoint secured et qu'est-ce que je fais ici? Je vais juste créer un scope, avec mon operation context et puis venir customiser la requête HTTP qui part en rajoutant un header authorization, bearer et la valeur de mon access token. J'envoie ça dans mon channel via echo, hello world. Si je le réponds, enfin si j'ai une réponse, je l'imprime. Avant de lancer, je voudrais juste, heu, passer très rapidement sur cette partie ici que j'ai oublié juste avant, qui est côté service où en fait côté service on dit, notre binding il est de type transport, donc ça c'est pour dire qu'on est en HTTPS, mais on a un client credential type qui est à inherited from host. Cette valeur un peu spéciale qui est héritée de WCF, elle permet de dire finalement: «Je laisse, au host, le fait de gérer, l'autente» et donc du coup c'est cette valeur-là qu'on a réutilisée pour déclencher et activer toute la couche, ASP.NET Core Authorization et Authentication. Donc une fois que j'ai fait ça, là, je peux lancer mon service. Touc touc, ouais, c'est bon, il est là. Je vais aller lancer le client qui va avec. Hello world et donc du coup, ça a fonctionné et donc du coup, si je viens ici côté serveur, je vois que j'ai bien logué tous les claims que j'ai reçus dans mes jetons. Donc là, concrètement, j'ai reçu un jeton avec, un scope API, audience API, donc c'est bon. Il était valide, l'issuer, c'était bien Demo de Software. Donc j'ai réussi du coup à faire une autente, comment dire? Une autente et une autorisation via la couche ASP.NET Core. Pour voir un petit peu les erreurs, ce que je peux vous proposer de faire, c'est déjà de voir le cas où on n'est pas authentifié. Pour faire le cas où on n'est pas authentifié, ben, on pourrait très bien mettre ici, si je dis que l'audience, il faut que ce soit API 2, parce que quand on fait des vérifications au niveau des API en OAuth, la première chose à faire, c'est quand même de vérifier l'audience, pour se dire qu'on peut obtenir une identité. Donc là, je vais mettre API 2. Là, je vais avoir une erreur, quand je vais lancer le client. Donc, oups, d'abord, il faut que je lance le serveur. Tac, démo.
C'est bon, il est là. Après je lance le client. Là, je vais avoir une erreur comme quoi je ne suis pas authentifié. Donc elle est là. La requête HTTP n'est pas autorisée avec un schéma de tente Client Anonymous. Donc là, j'ai un problème d'authentification. Ce que je peux faire en plus, c'est remettre API. Et là, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est le support de la partie attribut authorize. Donc ce que je vais faire, c'est que en plus d'avoir une policy par défaut ici, je vais rajouter une policy qui s'appelle read. Et cette policy, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit que j'ai besoin d'un utilisateur authentifié et j'ai besoin que dans les scopes, il y ait le scope API read. Après, je vais aller sur ma méthode de service ici. Donc d'abord, je rajoute une nouvelle opération que je vais appeler echo custom policy. Pardon. Je vais implémenter cette opération-là. Donc ici, je dis echo custom policy. Bon, j'ai la même implème qu'au-dessus, c'est-à-dire je print tous les claims, mais surtout, je lui mets l'attribut policy read. Et donc là, API read, très bien. Et donc là, je vais relancer. Pardon, il faut d'abord que je modifie le client. Chut. Et là, je vais appeler mon client. Alors, côté client, il faut aussi que je déclare la méthode, puisque les interfaces, il faut qu'elles matchent. Je fais mon echo custom policy. Ce qui va se passer, c'est que moi, le jeton que je récupère, il a qu'un scope API. Donc, en fait, je vais avoir un problème d'autorisation de l'autre côté. Donc, je vais relancer mon serveur. Hop. Il est là. Ensuite, je lance le client. Donc le serveur est là, le client est là. Et là, j'ai une security access denied exception. C'est pas la même erreur que tout à l'heure. Celle-là, c'est un problème d'autorisation. Et donc, je vois bien ici que l'appel n'a pas été fait. Donc ça, c'était pour la partie support de SPNet Core Authentication Authorization. Je peux vous montrer très rapidement le support de l'Anonymous. Mais concrètement, ce qu'il faut faire, c'est juste venir au niveau du service et exposer un deuxième endpoint. En fait, je vais exposer le même endpoint que ci-dessus, sauf que je vais lui dire que son client credential type, c'est none, et puis je vais mettre juste un autre pass sur ce endpoint. Et du coup, ben, c'est cette manière-là qu'on a trouvé comme workaround pour le fait de gérer les attributs Anonymous. Et donc, du coup, dans ce cas-là, il suffit qu'au niveau de mon démo client ici, je peux du coup commenter ça. Tac. Et puis faire tout simplement un channel echo de hello world. Ouais, très bien. Et au lieu d'appeler secured, je vais appeler anonymous. Ici. Tac, faut que je kill tout ça. Hop. Et là, je vais relancer le serveur. Tac. Le client. Channel echo. Oui, j'ai oublié un truc côté client, c'est que je fais pas le echo. Donc, tac, tac. Ici, il me faut un var response et un console writeLine de response. Donc j'ai toujours mon serveur qui tourne, LSI, Hello World. Donc en fait là, on voit bien que ce deuxième appel ici, j'ai pas du tout réutilisé l'access token que j'utilisais ici. Et donc clairement, ce endpoint, il est anonymous. Ça, c'était pour la partie ASP.NET Core Authentication Authorization.
Je voulais vous parler aussi des transports binding de type queue et event, parce que historiquement, il y avait un support de MSMQ dans WCF, mais le problème de MSMQ, c'est que le déploiement dans le cloud est plutôt compliqué parce qu'il faut des OS Windows, c'est pas évident de gérer le scaling, etc. Sur du MSMQ. Du coup, ce qui a été fait, finalement, c'était de fournir des implèmes de transport de queue via d'autres technos type RabbitMQ ou Kafka. Il y a aussi un support de MSMQ, mais pour l'instant, il est uniquement en preview. Et donc là, ce que je peux vous proposer, ce que je vais vous montrer, c'est une démo avec Kafka. Donc pour ça, j'ai un compose très simple qui me démarre un broker Kafka. Donc il est là. Donc en fait, dans mon compose, j'ai juste un broker Kafka, son zookeeper, et puis un AKHQ. AKHQ, c'est une IHM d'admin open source de Kafka. Ici, ce que je peux faire, c'est que je vois que je suis sur mon Docker 1, je vais créer un topic. Il faut que je lui donne le nom qu'il y a dans la solution. Autant pour moi, tac, tac, tac. Comment je l'ai appelé? MyTopic. Donc je vais créer un topic que j'appelle MyTopic. Ok, donc là j'ai un broker Kafka avec son topic. Ce que je vais faire maintenant, c'est exposer un service. Donc là, au lieu d'installer Core WCF Kafka, HTTP, j'installe Core WCF Kafka. Du coup, en quoi ça va consister? Ça consiste à faire un transport sur le broker Kafka. Donc toujours pareil, je déclare un service, myService, enfin myService ici. Petite subtilité, comme c'est du queuing, je vais être en one-way. Donc je spécifie bien is one-way au niveau de l'operation contract. On voit que j'ai toujours le support de mon e-logger. Je peux retourner aller voir ici, mais j'ai toujours mon source générateur qui a généré l'implème qui va bien. Et en fait, dans mon implème, qu'est-ce que je fais? Je fais juste, encore une fois, un log message. Comment je configure ça au niveau de mon programme CS? En fait, c'est très simple. Comme d'habitude, je fais add service model. Ensuite, je dis que je vais utiliser du queue transport. J'enregistre mon service dans le container. Là, je fais un use service model. Et comme si j'avais fait un binding HTTP, je fais un add service. Sauf que au lieu de faire un new basic HTTP binding, je fais un new Kafka binding. Là, comme en Kafka, il te faut absolument un consumer group quand tu consommes des messages, je suis obligé de spécifier un group ID. Donc là, je mets my group. Et un auto offset reset, ça c'est pour dire si on démarre, on commence à consommer à partir de l'instant où le consumer est connu du broker ou à partir comment dire, du tout début du topic. C'est-à-dire puisqu'il y a on peut comment dire, on peut configurer la rétention d'un topic à, je sais pas, par exemple 7 jours. On pourrait très bien dire qu'il y a eu des messages qui ont été envoyés il y a 7 jours, mais que je veux les consommer. J'ajoute un endpoint. Ce endpoint, le format qu'on a choisi, c'est Netkafka comme scheme. Je mets, ça c'est le bootstrap server de mon broker Kafka et ça c'est le nom de mon topic. Côté client, ben donc du coup, j'installe Core WCF Kafka client. On voit que pareil, mon CS projet est tout simple. Je déclare mon service contract et mon operation contract. Et puis dans mon programme, je vais juste faire une channel factory. Je précise le binding Kafka et je précise le endpoint. Je crée mon channel et puis là, ce que j'ai fait, c'est que tant que j'ai pas écrit, tant que j'ai pas pressé échappe, on envoie un message. Donc on va lancer le Kafka démo. C'est le Kafka démo, celui-ci normalement, ouais, Kafka démo. Et ensuite le Kafka démo client. Tac.
Ouais et en fait, ouais, j'ai pas mis d'affichage. Donc ici, à chaque fois que j'appuie sur une touche, j'envoie un nouveau message ici. Là, on voit que je suis à 15 par exemple. Si je viens là, voilà, là, je suis à 19 et on peut aller contrôler ça aussi au niveau du topic. Si on regarde ici, le contenu de ce topic, on voit que dedans, j'ai bien mes 20 messages, que mon consumer group, il a un lag de 0, c'est-à-dire que mon consumer, il a consommé tous les messages et il les a commit, il les a hack et si je vais voir dedans, je vois le contenu de mes messages, donc forcément pour l'instant, c'est du format SOAP, heu, mais enfin, je vais essayer de travailler pour, qu'on puisse envoyer autre chose que du SOAP dans les events Kafka. Donc ça, c'était pour la partie queuing. La suite de Core WCF, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, du support de l'injection des KID services, parce que .NET 8 a apporté le KID service provider et donc en fait, on va vouloir ajouter le from KID services au niveau de l'injection des services par, paramètre de méthode, le source générateur que je vous ai montré tout à l'heure. Et on va aussi ajouter le support de l'injection, de service behavior, mais via, en faisant add kid singleton, par exemple, et en passant comme key, le type du service. Toujours sur le source générateur, on va l'enrichir avec la possibilité d'injecter des messages property. À venir aussi le support des reliable sessions. Et puis les prochains travaux, ça va être aussi de rajouter de la compat AOT pour, supprimer, tout ce qui est code de réflexion et d'invocation qui a lieu au runtime et ça va être fait avec des sources générateurs. Et bah, là, ici, vous pouvez retrouver du coup l'URL du repo et j'ai un peu